Bonsoir et merci de suivre le 23h. Voici les titres. Président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président de la République Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'espace UEMOA et le président de la commission de l'UEMOA. Le dossier politique de ce jeudi planche sur la formation du nouveau gouvernement. Comment cette nouvelle équipe a-t-elle été montée? Chronique d'un nouveau gouvernement, ce sera dans quelques instants. Plus de 600 migrants sont morts en Méditerranée ces 4 dernières semaines. Ce sont des chiffres publiés par l'ONG Médecins sans frontières qui met en avant la responsabilité des gouvernements européens. Merci de nous rejoindre pour cette demi-heure d'information. Audience au palais présidentiel. En sa qualité de président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le président Alassane Ouattara a échangé avec le président du Conseil régional de l'épargne publique et des finances et des marchés financiers de l'UEMOA et le président de la commission de l'UEMOA. Ces deux audiences sont portées sur la marche de l'Union. Viviane Aïmé. Organe de l'Union monétaire ouest-africaine, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREPMF, a été créé le 3 juillet 1996 dans le cadre de la mise en place du marché financier régional dont il assure la tutelle. Le CREPMF est chargé de la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières et en tout autre placement donnant lieu à une procédure d'appel public à l'épargne dans l'ensemble des États membres de l'Union. Le président de cet organe, Mamadou Ndiaye, est venu s'entretenir avec le président en exercice de l'UEMOA, le président de la République Alassane Ouattara, du projet de réforme concernant l'organisation et le fonctionnement de l'organe qu'il dirige. On s'est engagé dans une phase de réforme très importante et en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État, nous avons évoqué avec lui les différents chantiers qui, à terme, devraient permettre d'améliorer sensiblement la contribution du marché financier au financement des économies. Donc, un certain nombre de projets majeurs sont engagés, que ce soit la refonte du cadre réglementaire et bien entendu la gouvernance institutionnelle du Conseil régional de manière générale. Au nombre de ces réformes, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers devrait à terme avoir une nouvelle dénomination. Par ailleurs, son siège tournant, qui pour l'heure est à Abidjan, devrait devenir un siège fixe. Élu lors du sommet extraordinaire de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le 10 avril 2017 ici à Abidjan, le nouveau président de la commission, le Nigérien Abdallah Bourema, est venu faire un point de situation sur la marche de l'Union au président en exercice, le président Alassane Ouattara. Le champ des échanges a été très vaste parce que ça a couvert tous les domaines de l'intégration régionale, des questions de croissance et de convergence économique, en passant par le marché commun, les politiques sectorielles et bien sûr le cas de l'harmonisation et de la gouvernance des finances publiques. Des dossiers spécifiques également ont été examinés au cours de cette audience, confiés directement au chef d'État. Ce sont les dossiers relatifs au financement de l'économie, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de l'Union, paix et sécurité, et enfin le problème de l'énergie. Bien sûr, il y a eu aussi d'autres questions qui concernent l'état de la convergence au niveau de l'Union, au regard des critères qui ont été définis par la même conférence des chefs d'État et de gouvernement, les résultats de la revue. Sur tous ces sujets, nous avons noté les commentaires et orientations du président de la République pour peaufiner les dossiers qui seront portés à leur approbation lors du prochain sommet. Espace monétaire et économique bâti autour de la stabilité du franc CFA, l'UEMOA avec ses 8 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, ambitionne de réaliser un modèle d'intégration au plan sous-régional.
En image, passation de charge entre Mamadou Touré, ex-secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nommé le 10 juillet dernier, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, et le ministre Sidi Touré qui occupait ce poste. Le nouveau ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes espère compter sur le soutien de son prédécesseur. Le ministre Sidi Touré, qui est désormais ministre de la Communication et des Médias, il y a eu passation de charge entre lui et Bruno Nabagné-Koné, anciennement ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités administratives et de directeurs généraux des services publics de l'information et de la communication. Quels sont les défis qui attendent le nouveau gouvernement de la République de Côte d'Ivoire? Ils sont d'ordre politique, économique et social. L'enjeu est d'améliorer les conditions de vie des populations et de poursuivre la marche du pays vers le développement, comme nous l'explique Mahama Traoré. Sans risque de se tromper, le deuxième gouvernement d'Amadou Gon Coulibaly aura du pain sur la planche, tant les défis à relever sont nombreux. Premier chantier élaboré par cette équipe, la consolidation de l'embellie économique de ces dernières années avec un taux de croissance annuel moyen de 8 à 9%. Un indicateur, 33 500 entreprises créées pour plus de 111 000 emplois générés entre 2015 et 2017. Des chiffres dus à un climat des affaires attrayant qui peut apporter bien plus. Pour cela, il faudra miser sur la compétitivité des PME, petites et moyennes entreprises, en créant les conditions d'accès facile au financement. Le monde agricole attend également beaucoup du nouvel exécutif. Il doit notamment œuvrer au relèvement des cours des matières premières telles que le cacao, le café et l'anacarde et créer aussi plus de valeur ajoutée avec l'objectif affiché de transformer 50% de la production locale de cacao et de cajou d'ici à 2020. Un an plus tôt, une autre urgence sociale se pose, rendre opérationnelle la CMU, couverture maladie universelle, à la date du 1er janvier 2019 comme annoncé. L'enjeu est de faciliter l'accès aux soins de santé à des millions de personnes. Autre équation sociale à résoudre par Amadou Gon Coulibaly et son équipe, l'achèvement du programme de logements sociaux et économiques initié par le chef de l'État en 2013. 250 000 maisons à livrer aux acquéreurs à terme. La sécurité des biens et des personnes, l'emploi des jeunes, le maintien d'un climat apaisé en milieu scolaire et universitaire, la réconciliation nationale ou encore la cohésion sociale. Autant de dossiers qui attendent les ministres concernés. C'est sûr, le nouveau gouvernement ne chômera pas. Il sera au travail pour le bien-être des Ivoiriens, mais aussi pour consolider le bilan du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et surtout conforter cette alliance en vue des échéances électorales futures. Faisons à présent un gros plan sur la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, qualifiée d'équipe de combat par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Comment a-t-elle été montée? La question est abordée dans Chronique de la formation du gouvernement. C'est dans le dossier politique de cette semaine. Il est signé Alexis Ouedraogo. Mardi 10 juillet 2018, le gouvernement Amadou Gon Coulibaly II est connu. Une équipe de 36 ministres et 5 secrétaires d'État, dont 22 issus du RDR, 13 du PDCI-RDA, 2 de l'UDPCI, 1 du MFA, un autre du PIT et 2 de la société civile. Une configuration que décrypte le politologue au regard des défis à relever. Le premier défi, c'est de pouvoir consolider leur union. Et le deuxième défi, cette consolidation-là peut permettre justement la réussite du programme de gouvernement. 4 juillet 2018, le gouvernement ivoirien est dissous. Le président Alassane Ouattara met à exécution un engagement pris 3 mois plus tôt lors du congrès extraordinaire du RDR. S'appuyer désormais sur une équipe gouvernementale constituée de membres du RHDP. C'est avec eux qu'il veut mettre en œuvre le programme de développement du pays, mais surtout donner vie au parti unifié. C'est dans le parti unifié que nous consoliderons la paix et que nous préserverons durablement les acquis de notre gouvernance, le développement de notre pays et l'unité nationale. L'annonce, qui fait suite à de longs mois de sensibilisation sur l'intérêt du parti, à l'assentiment de plusieurs alliés.
Déjà, le 10 avril, au terme de nombreuses tractations, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, avait signé au palais présidentiel le principe de l'accord politique pour la création du dit parti. Le 29 avril, c'est le PIT de Joseph Seka Seka qui s'était lui engagé pour cette vision au cours de son congrès extraordinaire. Suivra le 12 mai l'UDPCI d'Albert Mabry Touakeus. Le 26 mai, dans la région de la Mai, le MFA de Isiaka Ouattara réaffirme aussi lors de sa rentrée politique son accord pour cette gestion commune. Dans ce balai d'accords toutefois, le 28 avril, un son discordant jaillit du congrès de l'UPCI. Le parti dit non à l'alliance. Pourtant, quelques mois plus tard, au terme d'un autre congrès, il fait volte-face, optant pour le oui. Allons-y au parti unifié sans crainte. Nous avons tout à y gagner. Alors que tout semble aller pour le mieux pour la création du parti unifié, le PDCI RDA envoie des signaux troubles à coups de sorties médiatiques contradictoires. Dans la presse, au fil des déclarations, la position de l'allié se floute. Les positions sont divergentes. D'un côté, le président Bédié demande une alternance au profit du PDCI RDA. Et de l'autre côté, le président Ouattara demande que cette alternance se fasse au sein du RHDP. Des lignes se créent, parmi elles, le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny de Kobenan à Djoumani. L'objectif général du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est d'aider, à travers des actions de sensibilisation de masse, les militants du PDCI-RDA et plus globalement les Ivoiriens à mieux appréhender la nécessité du rassemblement, de l'unité, de la cohésion et de la paix comme instrument clé pour bâtir une nation forte et prospère. Le mardi 10 juillet 2018, la liste du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II est rendue publique, un gouvernement RHDP favorable au parti unifié. Je me suis assuré lors des consultations, puisqu'il y a eu des consultations avant l'entrée au gouvernement, que chaque membre ici, qu'il soit du PDCI RDA, qu'il soit du RDR, mais là le RDR avait déjà pris une position en tant que parti politique, idem donc pour les autres, mais que chacun est engagé dans la voie de la construction du parti unifié. Et l'engagement de plusieurs en est revigoré. C'est un régime fouettiste et ma place se trouve à l'intérieur, aux côtés du chef de l'État pour travailler avec lui, pour les Ivoiriens, à nous attaquer aux attentes profondes de nos compatriotes. En 2015, quand les partis politiques membres du RHDP se sont mis ensemble, on a connu une élection démocratique et apaisée. Donc se mettre ensemble, c'est encore freiner les crises répétées. Quand j'ai vu la composition du gouvernement, où tous les partis politiques membres du RHDP sont représentés, je peux dire que j'ai foi en la création du parti unifié RHDP. Dans ce jeu politique, les populations, elles, n'attendent qu'une chose, l'amélioration de leurs conditions de vie, une ambition d'ailleurs affichée par le chef de l'État. Je vous donne lecture de ce communiqué du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les partis signataires de l'accord politique et ayant adopté les statuts portant création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, invitent les militantes et militants des partis membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP qui se tiendra le lundi 16 juillet 2018 à 15 h au Sofitel Hôtel Ivoire, en présence du président d'honneur du RDR, son Excellence M. Alassane Ouattara. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour le RDR, Mme Henriette Dagri Diabaté, présidente. Pour l'UDPCI, M. Abdallah Albert Touakeus Mabry, président. Pour le MFA, M. Siaka Ouattara, président. Pour le PIT, M. Joseph Seka Seka, président. Pour l'UPCI, M. Serge Anissé Yaobrou, président. Parlons économie. Le traditionnel rapport de la Banque mondiale sur la situation économique de la Côte d'Ivoire est disponible. Il a pour thème « Pour que demain ne meure pas, la Côte d'Ivoire face au changement climatique ». Les rédacteurs de ce document se sont attelés à alerter les pouvoirs publics sur la menace du changement climatique sur l'économie ivoirienne basée sur l'agriculture. Noël Niagnou. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui se porte mieux.
constate la Banque mondiale. L'économie continue son ascension avec un taux de croissance de 8% en 2017. Depuis la sortie de crise, le revenu moyen par habitant s'est accru de près de 40% pour atteindre 1 630 $ en 2017, soit plus de 600 000 francs CFA. Cette économie est surtout portée par le secteur agricole. Les performances sont légion, premier producteur de cacao, d'anacarde, de cola au monde. Seulement voilà, ces performances sont menacées par le changement climatique. À titre d'illustration. Ouais, le cacao, il faut bien se rendre compte que donc c'est 30 à 40% des exportations ivoiriennes et surtout c'est un emploi direct et indirect pour plus de 5 millions de personnes, donc pratiquement un quart de la population ivoirienne. Donc à partir du moment que vous avez une baisse de la production, vous avez un impact forcément sur les populations. Que faire pour amortir ce choc et permettre à l'économie ivoirienne de croître davantage face aux dangers du changement climatique? Résoudre cette problématique a constitué la trame du 7e rapport de la Banque mondiale remis ce jour au ministre Adama Koné de l'économie et des finances, représentant le Premier ministre. Après avoir salué la qualité et la pertinence du rapport, Adama Koné a souligné les pistes de solutions pour apporter une réponse rigoureuse et urgente au secteur agricole, pilier de l'économie ivoirienne. S'agissant de l'agriculture, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la logique de promotion d'une agriculture intelligente face au climat en développant l'agroforesterie. L'objectif visé est de réduire la déforestation, de promouvoir les pratiques durables et intégrées et de mettre en cohérence la planification et l'aménagement de l'espace rural pour développer l'agriculture. À cet égard, une nouvelle politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts évaluée à 616 milliards de francs CFA a été adoptée par le gouvernement. Mobiliser ces ressources va constituer l'une des actions majeures du gouvernement pour atténuer les effets du changement climatique. Tout cela afin que la génération présente laisse à la génération future les moyens de son épanouissement, c'est-à-dire pour que demain ne meure jamais. La nouvelle est bonne pour la Côte d'Ivoire. En effet, il reviendra au pays d'organiser la 18e édition du forum AGOA. La décision vient de tomber à Washington, aux États-Unis, au terme du 17e forum aujourd'hui même. Pour le ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, cette décision des instances américaines vient récompenser les efforts consentis par la Côte d'Ivoire et favorisera l'accroissement du volume des échanges commerciaux avec les États-Unis. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Faut-il le rappeler, l'AGOA est la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Mais comme mentionné plus tôt, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On s'intéresse à la 7e édition de la CGC Academy, un forum économique regroupant de nombreux chefs d'entreprise nationaux et internationaux. Thème choisi, cap sur l'industrialisation, un défi pour tous. Des innovations majeures sont annoncées pour l'édition 2018. Cheikh Koné. CGC Academy, la 7e édition de cet événement devenu le rendez-vous incontournable du secteur privé ivoirien se tiendra les 25 et 26 septembre prochains à Abidjan. Véritable opportunité de rencontre pour les chefs d'entreprise nationaux et internationaux, cette plateforme d'échange va cette fois s'intéresser à la problématique de l'industrialisation. Pourquoi notre pays n'arrive pas à transformer localement et à créer de la valeur sur des productions agricoles? Pourquoi nous n'avons pas pu développer une industrie légère assez forte pour répondre aux préoccupations de nos pays et des pays environnants? Quelles sont les voies d'industrialisation qu'il faudrait choisir pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être sur des filières clés un acteur industriel? C'est vraiment ces questions que nous souhaitons discuter entre le secteur privé et avec le secteur public. L'objectif pour les 600 chefs d'entreprise et experts des 10 pays attendus à ce forum sera de mener la réflexion sur les actions à mettre en œuvre pour une transformation structurelle de l'économie. Pour cette édition, des innovations sont attendues. Nous avons fait le choix du Nigeria et de la Corée du Sud comme pays invités d'honneur. Donc le Nigeria qui n'est pas loin de chez nous et qui a un modèle assez réussi d'industrialisation. La Corée du Sud, je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut citer. Plusieurs panels de haut niveau, des sessions de formation et des cérémonies de distinction sont prévues. Pour la CGC, initiatrice de ce forum international, l'objectif est clair, celui de construire un secteur privé fort pour soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire tout en stimulant l'éclosion de champions nationaux.
que la CEGC Academy est un bel instrument que nous devons améliorer au fil des années pour en faire un outil efficace et utile pour le développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. De 2013 à 2016, la CEGC Academy a mis un accent particulier sur la promotion de l'entrepreneuriat. Le choix de l'industrialisation dénote la volonté du secteur privé ivoirien à contribuer aux efforts du gouvernement pour la transformation de l'économie. Surtout que le secteur industriel compte pour 25% du produit intérieur brut. Lutte contre la pauvreté, un atelier de validation des études socio-économiques dans 5 régions du nord du pays s'est tenu hier. Il s'inscrit dans le cadre de la présentation des résultats du programme d'appui au développement des chaînes de valeur inclusives et à la promotion des initiatives locales. Nous restons avec Cheikh Koni. Le choix de ces régions du nord, à savoir le Folon, la Bagoué, le Tchologo, le Bunkani et le Kabadougou, n'est pas fortuit. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ces régions sont les plus touchées en matière de pauvreté avec un taux de 61%, largement au-dessus du taux national de pauvreté de 46,3% en 2015. Le choix des régions d'intervention a été guidé par 2 principaux critères. Le premier critère, c'est le taux de pauvreté. Pour le second critère qui a guidé, c'est le taux d'insécurité alimentaire. Donc ce sont des zones au niveau desquelles on avait également des taux élevés en matière d'insécurité alimentaire. Ce sont ces zones-là donc qui ont été également priorisées comme zones d'intervention. Le programme d'appui au développement des chaînes de valeur inclusives et à la promotion des initiatives locales PASIL-PIL, doté d'une enveloppe de plus de 6 milliards de francs CFA, cible principalement les groupements de femmes impliqués dans les chaînes de valeur du riz, du maïs, du manioc et de la noix de cajou. Au cours de cet atelier, les experts ont procédé à un examen critique des résultats de cette étude socio-économique des 5 régions pour une mise en œuvre parfaite du dit programme. Le PASIL-PIL est une approche pragmatique et efficace pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons reçu le projet. Avec la mise en œuvre du projet, nous aurons un développement un peu plus inclusif et un peu plus participatif pour les populations. Lancé en 2017, le PASIL-PIL s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2016-2020. Il a pour mission d'améliorer les conditions de vie des populations à travers le financement de plusieurs projets dans les régions de Côte d'Ivoire. À Boniérédougou, dans le département de Dabakala, depuis 1998, les personnes vivant avec des handicaps ont été regroupées en associations grâce à la congrégation Filles de Croix. Une ferme avicole de plus de 6000 têtes permet à ces personnes de se prendre en charge. Soro Corona. Touré Massa est handicapé physique de naissance. Il tient aujourd'hui sur ses pieds grâce à la congrégation des Filles de la Croix qui a financé une intervention chirurgicale à Bonoua. Depuis 1998, il travaille à la ferme avicole de l'association des handicapés de Boniérédougou pour assurer son autonomie financière. Je partais à l'école, je faisais 4 pas de 7 km. En 90, ils m'ont envoyé à Bonoua, ils m'ont opéré. La ferme a permis que chacun se suffise. Koulibaly Viviane, également handicapée, revend les œufs de la ferme. Je peux dire que je m'en sors parce que la maison où je dors, c'est la maison de la ferme. Et je vends aussi les œufs. J'arrive vraiment à subvenir à mes besoins. Je lance un message à mes frères et sœurs qui sont comme moi, de ne pas se laisser abattre. Ils n'ont qu'à avoir le courage de se battre. Koulibaly Ethiopie, elle est malentendante, s'occupe au quotidien de la salubrité de la ferme. Dans la sous-préfecture de Boniérédougou, les personnes vivant avec handicap croupissent encore sous le poids de nombreux préjugés et pesanteurs culturels. Leur marginalisation est à l'origine de la création de l'association des personnes vivant avec handicap. À Boniré et autour de Boniré, il y avait beaucoup d'handicapés. Et ces handicapés étaient souvent rejetés, puis bon, laissés pour compte quoi. Et à partir de ce moment, elle a décidé de les regrouper et de faire quelque chose avec eux. Cette ferme constitue la principale source de revenus des membres de l'association. Ils ont un salaire ou une indemnité mensuelle. C'est ça, c'est selon leur travail qu'ils ont une rémunération mensuelle. La volonté de la congrégation des Filles de la Croix de sortir les personnes vivant avec handicap de leur situation de précarité se heurte à la commercialisation de la production. À part Dabakala qui est proche de nous ici, sinon à Kachula, on a d'autres concurrents là-bas. Dans le mois de juin, juillet, août, vraiment c'est casse-tête. Il faut sortir, aller à Korogo
chose qui n'est pas vraiment facile avec l'état de la route. Des fois, on en casse beaucoup. La période des anacades, ça marche sans problème. Mais quand l'anacade finit, on est dans les difficultés. Souvent, il y a des œufs qui sont pourris. L'association des personnes vivant avec handicap de Bouniré-Dougou compte 50 membres, dont les 2 tiers vivent des revenus de la ferme. Cette ferme avicole produit plus de 80 cartons d'œufs par jour. Elle a à ce jour plus de 6 000 têtes de volailles. La Cour pénale internationale a 20 ans. Dans le cadre des activités commémorant cet anniversaire, la représentation de la CPI a organisé une conférence de presse. La représentation de la CPI en Côte d'Ivoire a organisé une conférence de presse, rencontre au cours de laquelle le chef des bureaux de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire et au Mali a adressé un message aux journalistes. Gabriel Zani. La représentation de la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire, en organisant cette rencontre avec la presse, avait un objectif: expliquer le bien fondé de l'existence de la juridiction internationale 20 ans après sa création en juillet 1998. Démonstration de l'impartialité de la CPI dans les affaires pendantes. Clarification de ses missions, ses procédures et enquêtes. La CPI met les médias à contribution pour que patrons de presse et journalistes jettent un regard constructif sur le travail de la Cour. En 20 ans d'existence, le statut de Rome demeure une réponse internationale contre les atrocités, mettant au centre de sa propension les victimes qui ont tant besoin d'assistance, de réparation et en un mot de justice qui leur restitue leurs droits et leur dignité humaine tout court. Dans cette optique, l'implication de la presse est capitale pour vulgariser ce texte qui ne fonde pas que la CPI, mais qui pose aussi des jalons pour prévenir les crimes de masse en luttant contre l'impunité. Rétablissement de la paix par le truchement d'une justice impartiale. La CPI lutte contre les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides et crimes d'agression commis dans le monde. Cette lutte contre l'impunité passe nécessairement par la publication ou la diffusion d'informations vraies. Depuis une dizaine d'années, la CPI fait la une de la plupart des journaux nationaux. Il est important pour un journaliste d'abord de savoir de quoi il parle. Parlant de la CPI, il est important que lui-même sache exactement ce qu'est la CPI afin qu'il puisse mieux soit l'apprécier ou la critiquer et surtout la présenter au grand public. Bâtir un monde plus juste, c'est le thème retenu pour la célébration du 20e anniversaire de la CPI qui aura lieu le mardi 17 juillet prochain. En 2018, ce sont plus de 120 États partis qui ont ratifié le statut de Rome, un statut qui définit les crimes relevant de la compétence de la Cour, les règles et procédures de coopération entre les États partis. Plus de 600 migrants, dont des bébés et de jeunes enfants, se sont noyés en Méditerranée ces 4 dernières semaines. L'annonce a été faite ce jeudi par Médecins sans frontières. Cette ONG estime que les gouvernements européens sont déterminés à empêcher les personnes d'atteindre l'Europe à tout prix. Fin de citation. La publication de ces chiffres coïncide avec la réunion des ministres de l'Intérieur des 28, censés travailler sur de nouveaux projets pour empêcher les arrivées de migrants sur les côtes européennes. Rappelons ce communiqué du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Les partis signataires de l'accord politique et ayant adopté les statuts portant création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, invitent les militantes et les militants des partis membres du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP qui se tiendra le lundi 16 juillet 2018 à 15 h au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du président d'honneur du RDR, son Excellence M. Alassane Ouattara. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Pour le RDR, Mme Henriette Dagri-Diabaté, présidente. Pour l'UDPCI, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, président. Pour le MFA, M. Siaka Ouattara, président. Pour le PIT, M. Joseph Sekaseka, président. Pour l'UPC, M. Serge Anissé Yaobrou, président. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Excellente fin de soirée. À très bientôt.